Le détecteur se verrouille sur quelque chose que Nick n'a pas ressenti de la semaine. Ce n'est pas le bruit sourd et sans vie d'un fer enfoui. Il ne s'agit pas du bavardage creux d'un rocher peu profond qui trompe la machine pendant 1 seconde avant de sombrer dans le silence. Ce signal est différent. Il est serré, dense et surtout reproductible. Le genre de son qui fait que tout chasseur d'or sérieux en Australie arrête de respirer pendant un instant. La signature exacte qui ne murmure qu'une seule chose, l'or. Il se met à genoux dans la terre rouge sans hésitation, raclant la couche de surface dure, avec des mains rapides et exercées. La poussière s'accumule sous ses ongles. Son pouls s'accélère. Tout prospecteur connaît ce moment, cet espace fragile entre l'espoir et la preuve. Puis il apparaît. Une pépite, solide, réelle. Assez lourd pour que sa main se fige pendant 1 seconde, alors que l'incrédulité rattrape la réalité. C'est le genre de trouvaille qui arrête le temps. Avant même que la sensation ne puisse s'installer, le détecteur hurle à nouveau. À 4 mètres. Maintenant, son cœur bat à tout rompre pour une autre raison. Une pépite peut porter chance. 2 signifie une question. 3 signifie tout autre chose. Il creuse à nouveau. Une autre pépite, puis un autre. 3 pépites extraites de seulement 6 mètres de sol des terres que les mineurs des années 1850 traversaient, travaillaient et laissaient derrière eux comme terminé. Terrain mort, pensait-il. Terrain vide. Mais il n'était jamais vide. Ce n'est pas de la chance. Il ne s'agit pas d'une frappe aléatoire résultant d'une journée pleine d'espoir dans la brousse. Il s'agit d'une parcelle d'or concentrée silencieuse sous le sol australien depuis plus de 170 ans, intacte, attendant quelqu'un avec la bonne machine et suffisamment de patience pour écouter. Et Nick vient juste d'en trouver le bord. Il y a 1 siècle et demi, les anciens frappaient durement ces collines. Des hommes avec des pioches, des pelles, des poêles et rien que du gravier dans les poumons et de l'entêtement dans les os, se sont précipités dans ce pays à la recherche de fortune. Ils ont suivi les récifs, travaillé le lit des ruisseaux, creusé des puits à la main et construit des villes entières à partir de la poussière et du désespoir. Ils ont remporté l'or facile, et lorsque la ruée a ralenti, ils sont passés à autre chose. Mais l'or ne se soucie pas de l'histoire. Aujourd'hui, Nick rentre. Les jours blancs sont une partie que personne ne romantise. La partie que la plupart des gens ne voient jamais. Mais la chaîne de Nick ne s'en cache pas. Il ne contourne pas les échecs et prétend que chaque voyage se termine avec une poche pleine de pépites et un coucher de soleil pour l'appareil photo. Il montre la vérité. La plupart des voyages de prospection ne donnent absolument rien. Il y a des jours, parfois des périodes de 2 jours complets ou plus, où il trouve 0. Pas un flocon, pas un grain, juste un sol sec, un détecteur silencieux et la longue discipline de continuer quand même. Des heures à marcher, à creuser, à transpirer et à espérer pour finalement rentrer chez moi avec les poches vides et les bottes couvertes de poussière. Depuis des années, j'ai gardé une de ces criques dans ma manche. Un lieu sauvé un instant exactement comme ça. Un endroit pour lequel je pensais qu'il valait la peine de tout risquer. Et jusqu'à présent, je n'ai pas pu y entrer. Si je ne sors pas de cette crique avec un sac rempli de pépites d'or, alors mon pari de voyager en Australie, financé uniquement par l'or, pourrait commencer à s'effondrer. C'est la réalité sous l'aventure. Des heures sont consacrées à quadriller les lits de ruisseaux, les flancs de collines et les chantiers abandonnés sous la chaleur brutale de l'Australie occidentale. Signal après signal, ils sont creusés pour révéler du fer rouillé, des fils tordus de l'étain cassé et les déchets oubliés des opérations minières décédées il y a 100 ans. Rien de glamour, rien de cinématographique, juste une répétition. Nick parcourt des kilomètres à pied. Il transporte du matériel lourd dans des endroits que la plupart des gens ne voient jamais, dans les lits de ruisseaux asséchés sur les lignes de crête, à travers le pays où la piste disparaît et où les broussailles prennent le dessus. Des lieux où le silence devient une sorte de pression. Le détecteur balaie lentement et lentement, la bobine se chevauchant, chaque mouvement est délibéré. Pas 1 centimètre manqué. Un signal arrive. Nick s'arrête. Il creuse. Un autre morceau de fil plié. Un autre morceau de vieux cerclage en fer provenant d'un camp minier mort depuis longtemps. Il remplit le trou, marque mentalement les déchets et passe à autre chose. Le premier jour d'un voyage comme celui-ci peut donner l'impression de marcher à reculons. Chaque fouille inutile semble être la preuve que cette parcelle exacte de terrain ne contient pas ce pourquoi il est venu. Mais étrangement, cette preuve compte. C'est utile. Cela restreint la recherche. Cela élimine le mauvais terrain
et le pousse vers une terre qui semble différente. La géologie qui porte de l'or au lieu du silence. Les jours blancs ne sont pas un échec. C'est ainsi que Nick lit le pays. Chaque étendue de terrain mort est une information. Chaque trou vide est un indice. Il construit une théorie en temps réel, supprimant les possibilités, se concentrant sur le point où la géologie change et où l'or commence. Chaque faux signal pointe quelque part. La vraie question est de savoir si un prospecteur a assez de patience pour le suivre. Et puis, sans prévenir le sol, répond. Les ruées vers l'or en Australie ont explosé au début des années 1850. Des centaines de milliers de prospecteurs ont afflué vers Victoria et l'Australie occidentale. Ballarat, Kalgoorlie, Coolgardie, Bendigo. Des villes entières sont sorties de terre presque du jour au lendemain. Des fortunes étaient extraites à la main des lits de ruisseaux et des lignes de récifs, et pendant un certain temps, il semblait que la terre elle-même était faite d'or. Puis la ruée a pris fin. L'or facile a été remporté, l'excitation s'est estompée, le creusement ralenti. Mais l'or n'a jamais cessé. Vous voyez, notre plan est simple, en théorie, et brutal en pratique. Nous essayons de visiter tous les champs aurifères que l'Australie a à offrir et de parcourir tout ce continent financé uniquement par l'or. Parce que l'or bouge. Au fil du temps géologique, il s'érode des structures récifales profondément sous terre. L'eau le transporte. La gravité fait le tri. Il s'installe dans les points bas du terrain, dans les fissures du substrat rocheux, dans les méandres d'anciens canaux de ruisseaux, dans les pièges naturels, où les matériaux lourds s'accumulent et se concentrent pendant des milliers d'années. Les prospecteurs appellent ces endroits des patchs ou des paies. Les mineurs des années 1850 étaient incroyablement compétents dans ce que leurs outils leur permettaient d'atteindre. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire, c'était détecter une pépite située à 30 cm sous la surface, cachée sous l'argile, et le gravier invisible d'en haut et silencieuse, quelle que soit la méthode à leur disposition. Pour ce sol ressemblait à n'importe quel autre morceau de terre. C'est l'écart que Nick exploite. Les détecteurs de métaux modernes à haute fréquence ont tout changé. Ils peuvent détecter une petite pépite en profondeur qui aurait été complètement invisible pour tous les mineurs ayant parcouru ce même terrain en 1855. Ce qui semblait épuisé aux yeux des anciens peut encore être riche pour quelqu'un disposant d'une meilleure technologie. Même les anciens sites de fouilles chinois, parmi les travaux les plus méthodiques de l'époque de la ruée vers l'or, ont laissé de l'or derrière eux. Pas parce qu'ils étaient négligents, parce que la physique rendait cela impossible. Nous partons à la recherche d'un champ aurifère chinois perdu, qui selon la rumeur serait caché quelque part à l'intérieur de cette immense propriété. Après des jours de recherche, nous l'avons trouvé. Et maintenant, après 2 jours complets, ici, nous nous enfonçons encore plus profondément dans la propriété, plus loin des voies ferrées, plus profondément dans un pays oublié à la recherche de l'or chinois perdu et des artefacts qu'ils ont laissés derrière eux. Nick sait exactement quels domaines historiques les détecteurs modernes n'ont pas entièrement couverts. Il sait quel type de terrain concentre l'or et lesquels ne font que perdre du temps. Et lors de ce voyage, cette connaissance l'amène sur un territoire qui n'a pas encore livré ses secrets. C'est la méthode. Nick lit le terrain comme un géologue lit la pierre, instinctivement après des années de erreurs assez fréquentes pour reconnaître à quoi ressemble finalement le bien. Il n'erre pas sur un terrain aléatoire. Il suit la logique de la façon dont l'or évolue, où les canaux des ruisseaux ralentissent et laissent tomber leur charge, là où les crêtes rocheuses créent des pièges naturels, où de vieux cairns et des têtes de puits effondrées marquent les limites des chantiers qui se sont arrêtés avant qu'ils n'aient tout trouvé. Chaque détail de la surface compte, un léger changement de couleur dans le sol exposé. Un changement de type de roche suggérant une couche géologique différente, la façon dont la terre canalise l'eau, et donc l'or, vers un point bas spécifique qui collecte des matériaux lourds depuis 10 000 ans. Même le silence raconte une histoire. Nick suit également l'histoire. Les anciens sites de fouilles chinois des années 1850 et 1860 comptent parmi les cibles les plus précieuses des champs aurifères australiens, car ces mineurs étaient patients systématiques et incroyablement minutieux par rapport aux normes de leur époque. S'ils ont travaillé dans une zone et sont partis, cela signifie qu'ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient atteindre, avec des outils manuels et de l'eau. Cela ne veut pas dire qu'ils ont tout pris. L'or se trouvant sous la portée d'un puits creusé à la main, ou trop faible pour les méthodes de prospection rudimentaires de l'époque, est toujours là. En attendant,
Nick sait quels anciens chantiers n'ont jamais été correctement recouverts par des équipements modernes et il cible délibérément ces endroits. Jusqu'à présent, j'ai réussi à trouver du bon or et les Chinois ont également creusé des trous. Mais à ce stade de l'expédition, notre attention se tourne vers les montagnes. Pourquoi? Parce que c'est souvent là que se trouve le plus gros or. De l'or profond posé sur les pentes des montagnes enfoui sous le sol et le temps. Mais la discipline qui différencie Nick des prospecteurs occasionnels est plus simple que la géologie et plus difficile que la chance. Il creuse chaque signal, surtout les plus faibles. Un faible signal dans un sol minéralisé est facile à ignorer, facile à rejeter, probablement du fer, probablement indésirable. Cela ne vaut probablement pas la peine de creuser un véritable trou sous un soleil brutal. Mais parfois, un signal faible est une pépite posée au fond d'une fissure dans le substrat rocheux, suffisamment petite pour paraître douce, suffisamment lourde pour tout changer. Nick s'accroupit. Il creuse. Aujourd'hui, le signal est faible, juste un faible signal. Le détecteur est resté silencieux pendant des heures, ne produisant qu'une poignée de cibles en fer, de vieux clous du fil de fer des restes laissés par des chantiers abandonnés bien avant sa naissance. Le soleil est haut maintenant, poussant la chaleur dans le sol. Le paysage semble identique aux 50 mètres derrière lui qui ne produisaient absolument rien. Rien dans ce patch ne suggère que cela devrait avoir de l'importance. Puis, la machine change de ton. Doux, incertain, différent. Le genre de signal qui disparaît si l'angle de la bobine se déplace légèrement. Nick s'arrête. Il repositionne ses pieds, revient sur le même terrain. Le ton tient, faible mais reproductible. Et un signal reproductible est un vrai signal. Il s'accroupit et gratte la couche superficielle avec sa pioche. Le signal devient un peu plus fort mais conserve le même caractère doux. Pas de cri, pas de confiance. Le genre de lecture qui récompense la patience et punit l'impatience dans une égale mesure. Nick creuse soigneusement extrayant les matériaux dans des pelles contrôlées, vérifiant chaque charge avec le pointeur. Le trou devient plus profond. Le signal se déplace dans le matériau extrait plutôt que dans le trou, ce qui signifie que la cible se trouve dans ce qu'elle a déjà retiré. Il passe le pointeur à travers le tas de terre rouge. Ça crie. Quelque chose de petit de dense sort de la terre rouge. Nick le retient. Le poids est indubitable. De l'or brut. Une pépite rugueuse lourde pour sa taille, portant encore la couleur du sol d'où elle est issue. Il reste un moment immobile, lisant la lumière. Maintenant, nous pensons que nous sommes au top. Debout au-dessus d'un champ aurifère qui n'a pas vu le jour depuis plus d'un siècle. Et pour nous donner toutes les chances de trouver cet or profond, nous avons équipé le détecteur d'or le plus puissant au monde. Ressentir la densité d'un métal qui ne ment pas sur ce qu'il est. Il reste silencieux pendant un moment. La caméra le capture. Puis il marque le trou et commence à travailler en cercle, parce que voici ce qui en fait plus qu'une simple bonne trouvaille. L'or ne voyage pas seul. Le patch. Les taches d'or se forment en raison de la physique du mouvement de l'or. Lorsqu'un récif s'érode au fil des milliers d'années, l'or qu'il transporte ne se disperse pas uniformément dans le paysage. Il se concentre, s'accumule dans les mêmes pièges géologiques, s'y dépose. Les fissures du substrat rocheux se rassemblent dans les mêmes courbes lentes des anciennes conduites de drainage. Là où se trouve une pépite, le sol qui l'entoure en est presque toujours chargé. Nick marque la première trouvaille et démarre une grille serrée. Travailler mètre par mètre, bobine superposée à l'écoute de ce que le sol retient encore. Deuxième signal, il creuse une autre pépite. Troisième signal, à 4 mètres du deuxième, il creuse à nouveau. Or, 3 signaux à moins de 6 mètres, puis un quatrième. Cette découverte d'or n'est pas comme les autres. Voyez-vous, trouver quelques pièces d'or dans une rivière n'est pas un événement rare. Mais trouver des centaines de pièces à quelques mètres seulement les unes des autres est vraiment quelque chose de spécial. Le détecteur parle plus vite qu'il ne peut traiter. Chaque dépression dans le substrat rocheux, chaque fissure le long de la crête, chaque point bas de l'ancienne ligne de drainage, le sol les abandonne les uns après les autres, chacun ajoutant du poids à ce que Nick commence à comprendre de cet endroit. Il n'est pas dans un endroit chanceux. Il est dans une parcelle, une véritable série de salaires, un amas concentré d'or qui repose sur ce sol depuis la dernière fois que ce paysage a été inondé. Et personne ne s'est trouvé exactement à cet endroit avec exactement cela. La technologie avant maintenant, c'est le moment qui recadre tout ce qui l'a précédé. Chaque journée blanche, chaque fouille de ferraille, chaque heure de calme,
qui mettait à l'épreuve les convictions de Nick à propos de cet endroit. Tout était destiné à cela. Le patch ne se soucie pas des jours blancs. Il a été là tout le temps, attendant dans le substrat rocheux patient comme seul quelque chose de géologique peut être patient. Nick l'a trouvé parce qu'il était prêt à rester alors que le sol ne disait rien. Parce qu'il a creusé le signal indiquant que le sol chuchotait au lieu de crier. Les calculs changent rapidement lorsqu'un correctif s'ouvre. Et celui-ci est toujours ouvert, ce que Nike en sort. Le prix de l'or fluctue en fonction des marchés mondiaux, mais les pépites australiennes provenant de champs aurifères productifs ont une valeur réelle et immédiate. Une pépite solide de quelques grammes au prix spot actuel de l'or vaut déjà plusieurs centaines de dollars. Un amas de pépites extraites d'une véritable parcelle de multiples morceaux de multiples fouilles, le tout issu de la même concentration géologique, commence à atteindre des chiffres qui font que les semaines de jours blancs semblent être un très bon investissement. Nick ne s'éloigne pas trop tôt des correctifs. Il travaille les bords. Il élargit la grille. Il creuse tout ce que le détecteur identifie jusqu'à ce que le sol redevienne silencieux. Lors d'une journée productive dans les champs aurifères australiens, une seule séquence de paix peut rapporter plusieurs onces d'or. Et au prix actuel de l'or, cela se traduit directement par des milliers de dollars récupérés sur des terrains que chaque mineur du 19e siècle considérait comme étant exploités. Les pépites que Nick tire de ce patch n'ont pas seulement une valeur en poids. Chacun confirme que le rouge géologique était correct. Que ce morceau de terrain choisi parmi des centaines de kilomètres de terrain disponibles, choisi sur la base de la lecture des travaux historiques et de la compréhension du mouvement de l'or, était la bonne décision. Le talent qui a amené Nick à cet endroit est ancré dans chaque pièce qu'il présente à la caméra. Mais la valeur de ce que Nick découvre aujourd'hui ne réside pas seulement dans l'or qu'il peut peser. C'est ce que le patch lui-même implique. Plusieurs pépites concentrées, ce qui signifie que la structure géologique est productive. Le substrat rocheux en dessous peut contenir plus que ce que la couche superficielle a cédé. Le sol adjacent, s'il présente la même géologie, peut être tout aussi chargé. Ce qui ressemble à une belle journée de prospection est en réalité le premier chapitre de ce que cet endroit pourrait produire. Nick le sait. Il photographie la zone, note les caractéristiques du terrain, marque les coordonnées. Il reviendra. Une partie de ce qui rend possible la découverte d'aujourd'hui réside dans la direction que Nick est prêt à prendre. Les champs aurifères accessibles, les zones accessibles, en une demi-journée de route depuis une grande ville. Le terrain proche des routes goudronnées ont été parcourus par des milliers de prospecteurs récréatifs pendant des décennies. Il y a encore de l'or dans ces régions, mais les concentrations faciles ont été exploitées durement. Trouver un véritable patch là-bas nécessite des compétences exceptionnelles et une chance exceptionnelle de travailler ensemble. Nick va plus loin, passant des heures sur des pistes non goudronnées, dans des systèmes de ruisseaux et des terrains qui ne voient presque aucun trafic de détecteurs récréatifs. L'éloignement est le point. Les terrains difficiles à atteindre sont les terrains auxquels on a accordé moins d'attention. Et dans un pays de la taille de l'Australie, situé sur une des géologies les plus riches en or de la planète, les pays isolés qui n'ont pas été correctement exploités avec des équipements modernes ne manquent pas. Je ne suis pas là pour jouer la sécurité. Je suis ici pour extraire l'or des profondeurs et le laisser voir le soleil pour la toute première fois. Considérez ce que cela signifie réellement, à grande échelle. La région des champs aurifères de l'Australie occidentale, qui s'étend de Kalgoorlie à Southern Cross, Leonora et Laverton, couvre une superficie plus grande que la plupart des pays européens. Les exploitations historiques de la ruée des années 1850 couvraient une fraction du terrain où l'or existe réellement. Les prospecteurs de cette époque allaient là où ils pouvaient atteindre, travaillaient ce qu'ils pouvaient atteindre et allaient ailleurs lorsqu'une concession était épuisée par les normes des outils manuels et de l'équipement hydraulique de base. Le paysage autour et entre ces zones travaillées n'a jamais été entièrement étudié. Ce n'est toujours pas le cas. Nick recherche des documents historiques et des études géologiques pour identifier les zones où les anciens travaux se sont arrêtés. Non pas parce que l'or s'est arrêté, mais parce que la technologie s'est arrêtée. C'est sur ces bords que le détecteur moderne présente le plus d'avantages. Le sol d'un côté de cette ligne a été travaillé. Le sol de l'autre côté géologiquement identique ne l'était pas. Le patch que Nick trouve aujourd'hui se trouve exactement comme celui-là. Un sol qui ressemble vu de la surface comme partout ailleurs. Un terrain qui n'a rien cédé à tous ceux qui l'ont précédé.
Un terrain qui nécessite un détecteur moderne, les connaissances nécessaires pour interpréter ces signaux et la volonté de creuser chacun d'entre eux pour révéler ce qu'ils cachent depuis les années 1850, le sol sous terre. Voici ce que Nick comprend d'une découverte comme celle-ci qui change la façon dont se déroule le reste de la journée. Lorsqu'une parcelle produit plusieurs pépites à la surface trouvée à quelques mètres les unes des autres situées à différentes profondeurs, cela suggère quelque chose de spécifique sur la structure géologique en dessous. L'or n'est pas arrivé ici par hasard. Il a été déposé par l'eau, circulant dans un canal spécifique, dans des conditions spécifiques sur une période prolongée. Ce canal a des bords. Cette structure a de la profondeur. Le substrat rocheux situé sous la couche de surface peut contenir des concentrations que le détecteur ne peut pas lire entièrement à travers les morts terrains situés au-dessus. La démarche habituelle à ce stade, pour un prospecteur qui sait ce qu'il regarde, est l'expansion systématique. Nick travaille en cercle serré vers l'extérieur du cluster. Il teste le sol adjacent, en montée et en descente le long de la ligne de drainage à la recherche de l'endroit où se termine la parcelle. Parfois cela se termine rapidement, parfois cela ne s'arrête pas du tout à la portée qu'il peut couvrir en une seule séance. Chaque nouveau signal qu'il étudie ajoute des données. Chaque pépite qu'il retire confirme la lecture géologique. Chaque fouille vide cartographie les limites de la zone productive. Au moment où Nick fait ses valises, à la fin de la journée, il n'a pas seulement de l'or dans son sac. Il a une compréhension détaillée d'un emplacement qui peut donner lieu à de multiples visites ultérieures. Bienvenue dans notre beau pays qu'est l'Australie. Pittoresque, isolé et surtout riche en or. L'or des terrains alluviaux australiens est souvent stratifié. Le même événement géologique qui a déposé de l'or à une profondeur a fréquemment déposé de l'or à plusieurs profondeurs empilées dans le substrat rocheux partout où le terrain constituait un piège naturel. Une zone peu profonde trouvée par un détecteur de surface peut se trouver directement au-dessus d'une concentration plus profonde qui nécessite une configuration de bobines différentes pour être lue. Nick le sait, il reviendra avec une bobine plus grande configurée pour une pénétration plus profonde et la fera passer sur le même sol. La découverte d'aujourd'hui est le premier chapitre. C'est ainsi qu'un simple signal faible se transforme en quelque chose qui mérite le qualificatif d'incroyable. À quoi ressemble une véritable prospection ? La chaîne de Nick How to Find Gold fait quelque chose de vraiment rare en matière de contenu de prospection. Il documente l'ensemble du processus, pas seulement le gain. Chaque voyage est filmé. Le blanc. Les séances se déroulent devant la caméra. Les fouilles sont filmées. Les décisions sur quand déménager et quand rester. Quel terrain privilégier. Comment interpréter les signaux au sol. Tout cela documenté dans des conditions réelles, avec du matériel réel sur le terrain australien reculé, où l'or véritable attend encore. C'est important, car la technique utilisée par Nick est visible et reproductible. Le regarder approcher un patch révèle la prise de décision derrière chaque mouvement. Où il positionne la bobine. Comment il réagit lorsque le ton change. Comment il isole la cible dans la matière extraite plutôt que de la chasser dans le trou. Comment il élargit son réseau une fois que la première découverte confirme que l'emplacement est productif. Ce ne sont pas des astuces ou des raccourcis. Ce sont les compétences qui séparent une session productive d'une journée blanche, construit par la répétition sur un terrain qui punit les conjectures. Nick documente également l'équipement qu'il utilise et la manière dont il l'ajuste aux différentes conditions du sol. Sol très minéralisé, le genre commun dans les champs aurifères australiens, peut masquer des cibles ou produire de faux signaux qui envoient un prospecteur moins expérimenté courir après des déchets toute la journée. Obtenir le bon équilibre au sol. Choisir la bonne fréquence pour la profondeur et la taille de la cible chassée. Comprendre comment la teneur en minéraux du sol affecte la réponse du détecteur. C'est l'épine dorsale technique de tout ce sur quoi reposent les découvertes de Nick. Rejoignez-nous maintenant pendant que nous vous emmenons dans la chasse à l'or la plus épique. Et regardez jusqu'à la fin si vous voulez voir la plus grande et la meilleure trouvaille à ce jour. Je pense que tu vas adorer. Il le parcourt devant la caméra dans un contexte avec des résultats réels démontrant pourquoi c'est important. Ce que Nick documente sur ce voyage n'est pas un jour de chance. C'est le résultat de savoir où aller. Savoir lire ce que lui dit le détecteur et refuser de passer outre le signal que tout le monde aurait ignoré. L'or était toujours là. Nick l'a trouvé parce que c'est lui qui a creusé. Le patch n'est pas terminé. Nick charge ses trouvailles à la fin de la séance.
De multiples pépites, un poids réel, un emplacement cartographié, photographié compris. Mais le patch n'est pas terminé. Les bords n'ont pas été entièrement travaillés. Le substrat rocheux n'a pas été atteint. Le terrain adjacent, le terrain situé juste en amont du cluster principal, suivant la même logique de drainage qui a permis le dépôt de l'or en premier lieu, n'a pas encore été recouvert. Dans les champs aurifères australiens, une zone de surface qui produit ce type de densité en contient presque toujours davantage en dessous. Le même événement géologique qui a concentré l'or à une profondeur l'a souvent déposé en couches à plusieurs profondeurs, là où le substrat rocheux constituait un piège. Nick a trouvé le sommet de quelque chose. Quelle est sa profondeur et jusqu'où il s'étend? C'est une question à laquelle la prochaine visite commencera à répondre. Il reviendra avec une configuration de bobines différente pour les cibles plus profondes. Il quadrillera systématiquement le terrain adjacent. Il va creuser tout ce que le détecteur identifie, car l'un de ces faibles signaux dans le sol autour de cette parcelle pourrait être la pièce la plus riche de toutes. Assis tranquillement au fond d'une fissure rocheuse, attendant que quelqu'un avec le bon équipement et la bonne discipline puisse enfin le retirer. La découverte était incroyable. L'emplacement est réel et Nick rentre. C'est ce que documente cette chaîne. Pas le rêve de l'or, mais le travail réel pour le trouver. La méthode, le terrain, la patience, et les moments où le terrain finit par payer. Abonnez-vous pour être là lorsque la couche suivante s'ouvrira, car dans un sol comme celui-ci, ce qui va suivre pourrait faire ressembler la journée d'aujourd'hui à l'échauffement.